Alors nous allons retrouver Jean-Michel Lupin et nous allons partir avec lui sur les traces d'Arsène Lupin entre magie et mentalisme. C'est au théâtre Lorette à Paris dans le 10e arrondissement et c'est là que Jean-Michel Lupin nous invite à partir sur les traces du plus grand des illusionnistes, Arsène Lupin, autrement dit le gentleman cambrioleur. Jean-Michel Lupin, entre Arsène Lupin et Jean-Michel Lupin, on s'y perd un peu. Oui, on s'y perd un peu, mais comme Boris Leblanc se perdait aussi également avec Arsène Lupin, en fait. Il savait plus s'il était vraiment l'auteur ou s'il était aussi un personnage avec Arsène Lupin. Donc, en fait, ça, c'est le même effet que moi, en fait. Exactement pareil. Alors la passion pour Lupin, elle est venue après la passion pour la magie ou comment ça s'est passé? Ça s'est fait à peu près en même temps. J'ai commencé la magie assez jeune et c'était au moment où il y avait également toutes les séries avec Georges Descrières à la télévision. Alors cette passion de la magie, on va y venir un peu. Donc au départ, ça a déjà été une volonté de partir sur des histoires, parce que souvent on démarre, on enchaîne des tours un peu les uns derrière les autres, il n'y a pas forcément de cohérence. En fait, au départ, non, au départ, quand on commence vraiment au niveau des tours. Parce que déjà, on veut voir ce qu'on est capable de faire. En plus, dans la magie, il y a énormément de familles de magie, hein. Il y a la illusion, la cartomagie, le pickpocket, voilà, bon, le mentalisme. Donc, petit à petit, on va s'orienter et on va se spécialiser dans un domaine plutôt que les autres. C'est de se dire, est-ce que je fais une série de tours de magie, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, des tours et des numéros qui s'en suivent, ou alors je vois que c'est pas forcément les numéros par eux-mêmes qui font rêver les gens, mais c'est toute une atmosphère, c'est toute une histoire, c'est tout un personnage. Et là, dans ces cas-là, on fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, les numéros de magie, les tours de magie, si on veut appeler ça des tours de magie, même si j'aime pas trop le terme, ne servent plus qu'à, en fait, c'est plus que des supports pour raconter une histoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le spectacle de magie. Et Lupin, il est né, enfin ce spectacle, il est né, je crois qu'il y a une dizaine d'années, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a eu des prémices un petit peu avant, mais c'était simplement que des prémices. Ensuite, oui, ça a commencé il y a une dizaine d'années, un peu plus. Mais bon, avant qu'il naisse vraiment, on va dire, j'ai mis plus d'un an pour enfanter, quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, pour rentrer dans le personnage de Lupin, il y a le côté, bon, alors on pourrait dire effectivement le côté un petit peu dandy, comme Descrières l'a fait. Il y a le côté mystère quand on reprend le livre. Il y a ce côté personnage un peu fantasque. C'est un peu comme je mets dans la même famille que Fantomas, par exemple. Mhm. Il manipule tout le monde. On ne sait pas vraiment pourquoi il vole. On ne sait pas. Est-ce que c'est pour l'appât du gain ou c'est tout simplement. Alors, c'est pas tout à fait pour. Alors, bien sûr, il y a l'appât du gain. Il s'enrichit avec ça. Il devient d'ailleurs très riche, hein. Arsène Lupin est un personnage qui est extrêmement riche. Il vit. C'est un esthète en plus. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est beau. Il aime l'art. C'est un très très grand connaisseur, un très grand gastronome. Maintenant, il ne vole que des personnes riches et malhonnêtes. Donc, c'est très important. Alors, on dit souvent que c'est un Robin des Bois moderne. C'est un peu vrai. Il a aussi cette idée de voler, mais pas tu es riche, je te vole, c'est tu t'es enrichi avec des conditions qui sont malhonnêtes, donc je te vole. Et s'il peut en même temps aider d'autres personnes, justement, si lui, il va en tirer bien sûr un bénéfice, mais il a cette volonté quand même de vouloir aider. D'ailleurs, on le voit dans toutes les séries avec Georges Descrières. À chaque fois, il joue le gentleman cambrioleur, mais il joue aussi le gentleman détective, et il va aller au secours donc, de personnes qu'il aime bien. Alors pour tout ça, eh bien, il fallait un magicien qui touche un petit peu à tout, c'est-à-dire que à la fois la manipulation, on va dire de cartes, d'objets, etc. La manipulation de l'esprit, de la pensée, travailler sur le comportement, sur la numérologie, travailler sur plein de choses. C'est-à-dire que tu touchais un peu à tout, ou est-ce que tu t'es dit d'un seul coup, bon voilà, je vais pas me rester spécialisé ou dans un domaine et je vais essayer d'élargir un petit peu le champ de la famille de la magie. Au départ, j'ai commencé un petit peu à peu avec tout. Je touchais à peu près tous les domaines et j'ai même fait un petit peu de grande illusion.
Et très vite, je me suis aperçu que ma façon de m'exprimer, la réaction du public, là où moi je me sentais bien, c'était dans des numéros de mentalisme. J'ai travaillé, donc ceux qui connaissent pas à peu près la magie, il y a Jean-Pierre Valarino, Bernard Billy, ceux qui sont des grands cartomanes, et j'ai travaillé, on va dire, les techniques de base, mais je me suis très vite écarté de tout cela. Le mentalisme, ce qui est important, c'est qu'en effet, on manipule les esprits. Ça, c'est la première chose qu'il faut. Il faut vraiment, on est dans la manipulation de l'esprit. Mais il y a aussi de la manipulation qui peut être de la manipulation d'objets. La seule différence avec les autres familles de la magie, c'est qu'on ne doit pas le voir. Voilà. Le mentaliste, lui, s'il manipule, il ne faut pas qu'il le montre qu'il manipule. Donc, c'est une autre façon de travailler. Alors, sans déflorer bien évidemment le spectacle, mais le public est invité à découvrir où est le trésor de Lupin, et quel est ce trésor, et ça va être une sorte de quête qui va se faire tout au long de cette 1h15 de spectacle. C'est un spectacle que tu as construit autour des tours, ou les tours se sont construites autour du spectacle? En fait, je suis posé comme un écrivain. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille, un stylo, et puis j'ai écrit donc un fil conducteur. J'ai écrit ce que je voulais vraiment montrer. En fait, ce qui est important, c'est ce que je voulais montrer et ce que je voulais partager avec le public. En fait, il faut toujours avoir le public en tête. On ne joue pas pour soi. On se fait plaisir, bien sûr, mais on ne joue pas pour soi. On joue vraiment pour le public. Donc, je cherchais vraiment comment mieux m'exprimer face à ce public. Et donc, j'ai écrit. Et une fois que j'ai écrit, que j'avais un spectacle, on va dire, qui était à peu près bien rédigé, c'est là où j'ai commencé à faire toutes mes recherches de numéros qui pouvaient justement appuyer mes histoires. Enfin, et donc, c'est là que ça a été aussi très difficile. Ça fait partie de toute cette année, on va dire, un petit peu de galère que j'ai pu connaître. Après t'avoir vu en spectacle, il y a un côté quand même bonhomme, un peu expiègle, on sent l'œil qui frise un peu parce que tu t'amuses beaucoup avec les spectateurs et avec un plaisir non dissimulé pour les amener là où tu le souhaites, un peu comme Lupin qui jouait avec le fameux Ganimard, là, le fin limé de la police. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir regarder ces 5 cartes. Je vais vous demander parmi ces 5 cartes d'en choisir une, mais vous la choisissez mentalement, c'est-à-dire que vous ne dites rien. Vous gardez cette carte mentale. C'est très important, vous oubliez les 4 autres et vous avez dans votre esprit que la carte que vous avez choisie. Surtout, vous ne l'oubliez pas, autrement, l'expérience tombe à l'eau. D'accord. Est-ce que vous avez tous bien votre carte mentale que vous avez gardée? Ok, madame, vous pouvez donc donner le jeu à monsieur. Voilà, vous pouvez le mettre avec vos jeux, s'il n'y a pas de problème, vous le donnez à madame. Oui, tout à fait. Oui, bah, je mets un petit peu, bah, de toute façon, déjà, chez ma personnalité, ça, c'est difficile de l'enlever. La nature revient toujours au galop. Et oui, je prends un plaisir immense sur scène. Alors, je joue avec le public, mais je ne dirais même pas que je joue vraiment. On va dire d'une manière très respectueuse. En fait, je ne suis pas Arsène Lupin, je suis un passionné d'Arsène Lupin. Je suis au XXIe siècle, il ne faut bien pas qu'il y ait de confusion. Je ne suis pas dans le temps d'Arsène Lupin, je suis un passionné d'Arsène Lupin, donc du XXIe siècle. Mais j'ai quand même voulu garder ce côté, on va dire, gentleman. Et chaque personne, même si je m'amuse avec le public, même si je les conduis là où je veux, c'est toujours avec bienveillance. Les gens sont là pour venir s'amuser, donc ils méritent d'être reçus, on va dire, de manière délicate et avec gentillesse. Et ça, je fais quand même très très attention. Alors il y a aussi le côté où tu vas raconter l'histoire de Lupin, tu vas parler de l'aiguille creuse, tu vas parler de la maison de Lupin, ou que tu as eu la chance de visiter, y compris dans des endroits où tout le monde ne va pas. Moi aussi j'ai fauché quelques trucs, voici des objets qui, semblerait-il, viennent de chez Lupin et que je lui ai piqué au passage, pour justement faire des expériences. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas tout révéler ce qu'il y a Non. dans le spectacle. En fait, j'ai absolument rien pris, hein. On va être tout à fait honnête. J'ai absolument rien pris du musée, même si c'est vrai que je connais la petite fille donc de Maurice Leblanc qui m'a fait donc découvrir sa maison. J'en ai pris plein de photos là-bas. J'ai pu aller dans beaucoup d'endroits. J'assure que j'ai utilisé le matériel d'ailleurs pour pouvoir prendre des photos, mais je les ai remis à leur place. Je n'ai rien dérobé. Et après, par contre, j'ai essayé de voir ce
ce que j'avais vu, ce que je pouvais utiliser. Bon, par exemple, le portefeuille, pour moi, c'était évident, et c'est vrai que vous voyez là-bas énormément de portefeuilles. Le cadre, vous avez plein de miroirs, parce que en plus, il changeait. Il ne faut pas oublier qu'il se maquillait, qu'il se déguisait, etc. Donc, l'histoire du miroir, c'était pour moi quelque chose qui revenait aussi. Je ne pouvais pas faire autrement que de travailler avec les livres. Maurice Leblanc, c'est d'abord, avant tout un littéraire. Donc, il me fallait aussi des livres dans mon spectacle et donc des livres, bien sûr, de Maurice Leblanc. Voilà. Donc, je n'ai rien volé et n'ai rien pris du musée, mais je m'en suis quand même beaucoup inspiré. Quand je parlais d'ambiance tout à l'heure, il y a des petits moments qui sont un petit peu ésotériques. Il y a un petit moment où l'esprit de Lupin est là. Il y a des, voilà, sans dévoiler, bien évidemment, mais il y a des petites choses comme ça il y a des moments qui se passent, qui sont un petit peu mystérieux. On parle de mentalisme, on parle de numérologie, on parle du comportement, de cumberlandisme. Alors bon, moi je sais ce que c'est, mais on peut peut-être expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui nous Ah, regardent. ouais, alors très rapidement, donc bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Ça a été inventé par donc un mentaliste qui s'appelle Cumberland. Et Cumberland a donc réussi à déterminer un petit peu par rapport. Alors, il utilisait notamment le poignet, mais je sais qu'il utilisait aussi d'autres membres du corps humain, pour essayer de ressentir ce que pouvait penser donc une personne. Alors, donc, c'était très subtil, très inconscient. Je suppose qu'il n'utilisait pas que le cumberlandisme, il utilisait d'autres techniques pour pouvoir compléter. Et ce qui est amusant, donc je vais revenir sur Arsène Lupin, c'est que je dis beaucoup de choses dans mon spectacle. Il faut savoir que Cumberland avait un élève, un adepte, qui s'appelle Pickman, donc qui a repris le cumberlandisme et le mentalisme. Et Pickman était un ami de Maurice Leblanc, donc tout se rejoint. Dans tout ce qui est mentalisme, en fait, beaucoup de mentalistes utilisent en fait des runes. Voilà, parce qu'on travaille avec des runes. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour tout ce qui est runes égyptiennes. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez affaire avec des runes donc égyptiennes qu'on appelle des runes d'Horus, tout simplement. Il y a le théâtre Lorette, il y a le Radeau dont tu parles aussi. Il y aura bien évidemment, je pense, à nouveau Avignon cet été. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'on peut inviter Arsène Lupin à sa table, c'est-à-dire chez lui, Oui. parce que tu te déplaces pour des événements privés, des événements exceptionnels, etc. et autres. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de planquer l'argenterie. Non, non, c'est vrai que maintenant je fais que du mentalisme, donc en principe je le fais plus. C'est pas voilà. Donc on peut m'inviter tranquillement. Par contre, je ne fais pas mon spectacle, je fais du close-up. Donc le close-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la magie de table en table. Donc c'est moi qui me déplace, mais je suis spécialisé mentalisme, donc je fais des expériences de mentalisme à table, donc pour les mariages, les anniversaires, mais les CE, les réunions. Et aussi pour des événements privés de grandes entreprises. J'ai travaillé pour le Roi Merlin, pour le groupe Total, j'ai joué pour les casinos. Bien, merci Jean-Michel Lupin. Donc, Ben, avec les merci, compliments de Jean-Michel Lupin, hein, comme aurait signé Arsène. tout à Euh, fait. et puis, voilà, à bientôt bah, sur la scène du théâtre, du Lorette Théâtre ou ailleurs. Et allez découvrir cette aventure. C'est vraiment une plongée dans la littérature, dans l'histoire et avec un personnage intemporel. Ben, merci beaucoup. Et puis voilà, j'accueille le public toujours avec plaisir. Merci. Merci.